Bonjour. L'écosystème politique du Québec est particulier des autres territoires du continent par la présence marquée du débat sur l'indépendance. Cette question de fond est toujours au moins abordée à chaque élection et les partis politiques n'ont d'autre choix que de se positionner sur cette question extrêmement polarisante. Certains diront que le sujet est moins crucial que par le passé, ce qui est peut-être vrai, mais il demeure un critère important lorsque vient le temps de voter pour une partie importante des électeurs, qu'ils soient pour ou contre le pays. Il est souvent difficile pour un étranger, même un Canadien, de comprendre la politique au Québec sans comprendre cette dynamique fondamentale. Les camps politiques se divisent donc non seulement sur un axe économique, social, mais également sur la question nationale, qui divise chaque sous-groupe. J'ai dressé ici une liste des nations politiques du Québec. La taille des échantillons aurait pu être plus petite ou plus grande. C'est un exercice non scientifique, simplement pour alimenter une réflexion sur le sujet. Les groupes que je vais présenter ne sont pas des entités monolithiques. Il peut y avoir des gens qui pourraient se retrouver dans plusieurs catégories. Également, les pourcentages et autres informations sont approximatifs, pour donner une idée générale de la situation. Sur ce, voici les nations politiques qui forment le Québec. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la Terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse. La nation dite gauche progressive ou woke, avec un peu moins de 10% de l'électorat, est concentrée dans des zones urbaines denses. Leur fondement politique se trouve dans les combats pour la défense des minorités et des opprimés, selon une vision de la société qui est faite de hiérarchie de l'oppression. Ils sont peu concernés par la question nationale car ils l'aperçoivent comme en opposition à leur modèle multiculturel. Souvent aisés ou de classe moyenne, ils sont très présents dans les médias ou dans le milieu de l'enseignement. À majorité francophone, mais également présents dans la communauté anglophone ou bilingue. Leur influence médiatique est forte et ils imposent une partie importante de l'agenda politique depuis des années, avec leurs demandes multiples en matière de quotas d'embauche, politique sociale et autres injustices perçues qu'ils veulent régler. De plus, ils priorisent leur idéologie sur les autres questions, que ce soit économiques, nationales ou autres. Ils démontrent au passage une intolérance pour toute forme d'opposition, soit citoyenne ou médiatique. Ils sont majoritairement contre l'indépendance, mais il y a quand même un certain noyau qui appuie l'idée tout en défendant leur idéologie en premier. Les militants les plus actifs et la majorité de ces électeurs sont des milléniaux ou des zoomers. Mais on y retrouve également certains X et boomers de l'ancienne garde qui sont aujourd'hui à des postes plus élevés dans les médias ou le monde de l'enseignement et qui entretiennent cette idéologie à travers la génération plus jeune. On les retrouve surtout à Montréal, dans les quartiers centraux et dans les autres villes principales du Québec, mais principalement dans les milieux urbains. Ils se retrouvent principalement chez Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ou le NPD et le Parti libéral du Canada. Ils occupent également des postes clés en ce moment au municipal, si on pense à Valérie Plante ou Bruno Marchand. Il faut les distinguer de la gauche social-démocrate, qui est fortement influencée par le mouvement woke, mais qui garde une certaine distance. Les médias comme Radio-Canada et la presse sont des champions de cette idéologie, mais sa nature inquisitrice force les autres médias à s'aligner d'une façon ou d'une autre sous peur d'accusations diverses. Élise, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. La gauche social-démocrate, ou centre-gauche. Ils forment autour de 15% du vote global. Un fort contingent de baby-boomers, mais une présence minime chez tous les autres groupes générationnels. Ce sont les héritiers de la Révolution tranquille. Ils ont une vision très bienveillante de l'État-providence, mais n'y attachent pas un aspect progressiste comme le fait la gauche plus moderne. Ils perpétuent la vision qui a plus ou moins animé le Québec de la Révolution tranquille, d'où la forte présence de boomers qui s'accrochent à l'idée que c'est le modèle de société préférable sur les autres. L'État est très présent et son rôle est d'assurer le bien-être des citoyens. Beaucoup de fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires et des milieux syndicaux. Ils sont fortement nationalistes et surtout francophones. On y retrouve une proportion importante de souverainistes. Historiquement, ils votent pour le PQ, mais plusieurs sont allés à la CAQ récemment, qui gouverne par moments avec une saveur social-démocrate classique. Au fédéral, ils voteront bloc ou parti libéral selon leur niveau personnel de support à la cause souverainiste.
La plupart des gouvernements, depuis les années 60, étaient une forme ou une autre de social-démocratie, sauf peut-être les années sous le gouvernement Couillard. C'est un modèle qui est mis à mal par l'immigration massive et le vieillissement de la population. Plus de gens qui bénéficient du système, qui deviennent un fardeau, et une baisse des payeurs de taxes et d'impôts. D'ailleurs, les tranches d'âge qui payent le plus de taxes et d'impôts en ce moment sont ceux qui ont le plus délaissé la social-démocratie. Cette nation trouve toujours un écho chez les plus jeunes, car c'est historiquement le point central d'ancrage de la gauche au Québec. Elle est en perte de vitesse face à la gauche progressive qui lui ravit une part importante de l'électorat le plus jeune, alors que les milléniaux et X lui préfèrent des options plus à droite. Une force importante puisque historiquement dominante, mais en manque de cohésion et en baisse de popularité comme point de ralliement. On les retrouve partout au Québec, avec une forte présence dans les comtés francophones hors de Montréal et Québec. Il y a un consensus médiatique au Québec envers cette nation. Seuls quelques médias libertariens ou extrêmes s'opposent réellement à la social-démocratie. Le centre absolu. Ils forment environ 15% de l'électorat. Ils ne sont pas intéressés par la politique. Ils payent des taxes et impôts et veulent un retour sur leur argent. Ils n'ont pas de projet de société particulier et vont supporter une mesure si elle les avantage directement. Revenus faibles à moyens se retrouvent dans tous les groupes d'âge, de langue et souvent moins éduqués. Ils sont partout au Québec et dans chaque communauté. Ils vont voter pour une tendance du moment ou un candidat local. Très peu de sympathie à la cause souverainiste par absence d'intérêt. Ils ne sont pas ouvertement hostiles à la politique, mais simplement indifférents. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles et écouter le hockey. Ils vont quand même aller voter, mais n'ont pas de famille politique définie. Leur vote se joue sur la campagne ou des facteurs locaux. Leurs médias de préférence seront des médias non politiques, comme RDS ou TVA Sport. Ils forment un bloc d'électeurs assez important. Pour que les partis tentent quand même d'avoir leur attention d'une façon ou d'une autre. Le centre droit, les libéraux classiques. Leur principale vision politique est que l'État est un gestionnaire qui doit gérer l'État comme une corporation. Ils ne voient pas l'intérêt du nationalisme autre qu'un outil politique plus ou moins néfaste et ont une vision fiscale de la vie politique. L'État doit être réduit et la société doit reposer sur une élite économique. Ils forment également environ 15% de l'électorat. Historiquement, ils étaient la base du Parti libéral. Maintenant, leur aile francophone est partie vers la CAQ. Ils sont fortement hostiles à l'indépendance, qu'ils voient au mieux comme une folie fiscale, au pire comme l'apocalypse inévitable. C'est un peu l'équivalent de droite de la social-démocratie, une droite centriste libérale. Elle est très présente chez les boomers de l'ancienne cohorte libérale de l'époque, mais se retrouve dans les autres tranches d'âge qui ne sont pas intéressés par la gauche. Ils sont présents un peu partout, mais moins dans les grands centres où les opinions se radicalisent plus. Dans le Québec, hors de Montréal et Québec, ils forment un groupe important. Souvent, ces électeurs sont moins intéressés par la politique qu'ils jugent comme une perte de temps et d'argent. Leur présence politique est donc souvent utilitaire et moins idéologique, et qu'on retrouve également à la CAQ, au Parti libéral du Canada et au Parti conservateur du Canada, les partis pour lesquels cette nation vote habituellement. Ils sont souvent plus aisés, mais pas nécessairement plus éduqués. C'est une nation qui rime avec argent. Leurs médias sont les médias de droite économique, comme l'Actualité ou la section affaires de la presse, par exemple. Ils sont également en perte de vitesse car ils perdent des votes au profit d'une droite plus libertarienne. La droite libertarienne, dite la droite Metallica. L'équivalent de droite de la gauche woke. Plus ou moins un copier-coller du même mouvement aux États-Unis. Ils militent pour un libéralisme assez radical, détestent de façon systématique le gouvernement. Ils sont une version plus agressive et plus idéologique du centre droit. Ils sont fortement francophones et situés dans la région de Québec. Ils trouvent un certain écho chez une certaine population anglophone, mais peinent à se faire entendre à Montréal ou même dans les autres centres du Québec. Ils sont fortement fédéralistes, en partie car ils perçoivent l'indépendance comme un projet de la gauche qu'ils détestent. On y retrouve principalement des X, des milléniaux et des zoomers. Cette nation s'oppose au Québec de la Révolution tranquille qu'ils rejettent. Ils sont autour de 10% de l'électorat. Ils vont voter pour le Parti conservateur du Québec et le Parti conservateur du Canada, malgré la différence entre les deux. Ils n'aiment pas du tout les grands médias qui le leur rendent bien. On va les entendre ou les voir sur des médias locaux comme Radio X ou des radios sur Internet, comme le fait Jeff Fillion.
Politiquement, ils sont représentés par des Éric Duhem ou des Maxime Bernier, mais demeurent relativement marginaux et rejetés du système médiatique. Ils sont un peu l'équivalent, comme on dit, de la gauche woke sur certains aspects, mais ils sont moins obsédés par leur idéologie, parce qu'ils n'en ont pas vraiment. Ils veulent le moins de contrôle gouvernemental possible et n'aiment pas les mesures nationalistes. Ils ont souvent des positions un peu contradictoires, mais leur électorat est principalement motivé par une forme de colère ou de rejet par le système. Mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes des géants? Allons-nous mourir en nains quand nous sommes des géants? Sitôt venus au nouveau monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. La droite nationaliste. Environ 10% du vote. La droite nationale est formée surtout de souverainistes qui priorisent l'aspect social. Économiquement, cette nation est assez diverse, allant de la gauche radicale aux libertariens, mais est unie sur sa priorisation de l'aspect social comme danger envers la société. Cette droite rejette l'immigration massive et le multiculturalisme, et ne se retrouve pas dans le consensus social-démocrate trop ouvert. Cette nation a une vision plus traditionnaliste et nostalgique de la société et voit l'indépendance et le combat pour le français comme les chevaux de bataille les plus importants. Presque exclusivement francophone et attirant peu d'immigrants. On y retrouve surtout des milléniaux, des X et des Zoomers qui rejettent le consensus du moment. Les Boomers y sont présents, mais beaucoup moins actifs et sont surtout les anciens caribous péquistes qui ont refusé de suivre le parti à gauche. Ils ne sont pas appréciés des médias, dans leur majorité, sauf peut-être Québécois qui leur donnent un peu de place. Ironiquement, les gens comme Mathieu Bock-Côté, qui représentent ce mouvement, ont beaucoup de succès hors des grands médias locaux. Radio-Canada et la presse refusent de leur donner du temps d'antenne et se forcent à les diaboliser et aucun parti politique ne les supporte vraiment. Mais la CAQ, le Bloc et le PQ tentent d'avoir leur vote sans devoir en promettre trop ou trop s'associer à eux. Il demeure un bloc assez important pour être intéressant politiquement. Par défaut, la droite nationaliste va voter pour le candidat le plus souverainiste. On les retrouve un peu partout dans les comtés francophones, mais pas concentrés nulle part. Un peu plus à Montréal et un peu moins à Québec. Au Québec, ce mouvement n'a pas de racines racistes ou xénophobes et repose surtout sur un mouvement défensif du Québec francophone, qui est habituellement assez inclusif. On y retrouve tout de même peu d'immigrants ou d'anglophones. Les immigrants. Nation politique complexe, puisque formée d'une multitude de sous-groupes. On entend par immigrants les électeurs qui n'ont pas rejoint une autre nation politique plus claire. Beaucoup des immigrants vont passer à la nation politique anglophone. Beaucoup vont simplement se ghettoiser et entretenir des comportements électoraux différents. Le but ici est de classer les gens selon leurs comportements électoraux et les immigrants vont voter selon des critères similaires. Ils votent pour un candidat local qui est de la communauté, ou pour le parti qui aura les mesures les plus avantageuses pour cette communauté selon les personnes clés au sein de cette même communauté. Ils sont souvent peu informés et peu intéressés. Ils votent selon le bien de la communauté. Les Juifs hassidiques, qui sont pourtant au Québec depuis des générations, votent comme les autres groupes immigrants, alors que plusieurs groupes d'immigrants arrivés plus tard ont intégré les autres nations politiques. Les immigrants parlent leur langue d'origine en majorité ou vont parler l'anglais suivi du français. Ils sont par défaut dans les électeurs les plus pauvres de par leur nature d'immigrants. Leur niveau d'éducation varie, mais encore une fois, plus faible que la moyenne et dépendant de leur pays d'origine. Le groupe immigrant n'a pas de projet politique commun autre que les avantages à court terme de leurs communautés respectives. Avec autour de 15% de l'électorat et grandissant rapidement, ils sont populaires auprès des partis politiques qui peuvent pratiquer un clientélisme facile auprès d'une population en hausse rapide. Le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec sont les principaux partis pour les immigrants. Le NPD et QS les courtisent fortement, mais avec un succès mitigé. Les immigrants ne sont pas loyaux à un parti. Ils vont changer les consignes de vote au besoin ou selon la situation. Mais historiquement, ils ont voté libéral et contre l'indépendance. Ils n'ont aucun média officiel, mais reçoivent un traitement assez favorable, surtout des médias comme la presse ou le Devoir. La gauche woke se voit comme un allié naturel des immigrants qu'ils perçoivent comme des victimes parfaites à défendre, mais reçoivent peu de réciprocité. Les immigrants sont plus naturellement portés à voter pour un parti plus à droite, économiquement, une fois qu'ils sont en mesure de générer une forme de revenu. Ils sont fortement hostiles à l'indépendance, qu'ils voient comme un danger direct pour eux, fortement influencés dans cette perception par la gauche radicale et les anglophones. Les anglophones.
Issus de la vieille souche WASP et des cohortes d'immigration qui s'y sont greffés, les anglophones ne sont pas les immigrants. Ils sont plus intéressés par la politique locale et ont une vie politique plus dynamique. Ils sont beaucoup plus riches, éduqués et ont des racines profondes ici. Ils sont environ 10% de l'électorat et possèdent de nombreuses institutions publiques qu'ils défendent agressivement. Ils sont principalement à Montréal ou en Outaouais. Beaucoup de boomers et une population assez vieille dans l'ensemble, mais couvrent quand même toutes les tranches d'âge puisque c'est clairement une nation distincte au sein du Québec. Les anglophones sont regroupés en nations politiques, mais plusieurs anglophones vont quand même se tourner vers la CAQ, le Parti conservateur ou Québec solidaire, mais la majorité d'entre eux ont un comportement électoral assez semblable pour les rassembler au sein d'une nation. Ils votent contre toute forme de nationalisme québécois. Ils demeurent assez au centre sur tout le reste, mais le consensus est toujours autour de la question nationale. Le Québec francophone est perçu comme une menace à leurs intérêts et ils vont massivement supporter les candidats libéraux locaux et s'assurer une présence politique toujours supérieure à leur taille respective. Ils ne sont pas tellement à gauche d'habitude, sauf pour la version plus moderne qui inclut la minorité anglophone en parallèle au combat des autres minorités woke. Ce qui est tout bonnement absurde puisque la minorité anglophone du Québec est la plus riche au Canada et sûrement une des plus riches au monde. Malgré cela, on ne constate pas un engouement important de la communauté anglophone au Québec pour ce mouvement. Ils demeurent fidèles au Parti libéral malgré leur monopole un peu moins important qu'avant. Ils ont un écosystème médiatique complet en parallèle à celui francophone, en plus des médias canadiens et américains. Leurs médias sont bien sûr 100% en phase avec la vision du Parti libéral. Il y a très peu de diversité politique au sein de cette nation, contrairement aux immigrants. Les Autochtones. À peine plus que 1% du vote, mais une nation importante puisqu'elle est unique et sans autre catégorie. Ils sont divisés en 11 nations, ce qui rend leur poids politique encore plus petit. Mais ils ont plus de pouvoir au Québec que leur poids pourrait le laisser croire. Ils n'ont pas de parti politique vraiment clair et suivent généralement les tendances et vont voter un peu comme les immigrants, selon les besoins de leur communauté. Ils ne partagent pas vraiment de projet ou de vision politique pour le Québec et très peu ont de sympathie pour la cause nationale. Ils vont parler leur langue d'origine, sinon souvent l'anglais ou sinon le français. On y retrouve toutes les tranches d'âge, puisque c'est une nation qui se trouve au complet au Québec. Ils ont également une natalité importante, donc leurs chiffres vont augmenter sensiblement dans les années à venir. Ils sont dans les tranches les moins éduquées et les plus pauvres, et se retrouvent loin des grands centres, ce qui fait qu'ils ont une réelle influence dans les comtés du nord du Québec. Certains autochtones ont déjà démontré une forme de sympathie pour la cause souverainiste, mais c'est quand même assez rare. Ils n'ont pas vraiment de médias officiels dévoués à eux, mais reçoivent une importante couverture de la plupart des médias à gauche, comme Radio-Canada ou la presse. Voici donc un portrait global de ce qu'était la situation au Québec et ses nations politiques. Ces nations politiques ont des intérêts parfois concurrentiels et parfois similaires, mais elles ont des comportements et des contours assez distincts pour les réunir en groupe. Les électeurs au Québec se divisent sur plusieurs axes. Souverainistes contre fédéralistes, la ville contre la campagne, les Français contre les Anglais, les immigrants contre les Québécois, Montréal contre Québec, les riches contre les pauvres, les nationalistes, les woke, les libéraux, etc., etc. Ces groupes, qu'on définit comme des nations politiques, sont des balises placées à des endroits stratégiques sur cette grille de division. Ils regroupent des centres de convergence idéologique plus communs que les autres. Pour se faire élire au Québec, vous devez comprendre ces groupes et pouvoir en attirer assez vers vous pour assurer la victoire. Il en va de même pour l'indépendance. Il faudra que la vaste majorité des groupes francophones que j'ai nommés ici supportent le projet pour que ça fonctionne. Un individu peut se retrouver dans plusieurs de ces groupes et il faut voir le tout comme un spectre plus qu'un interrupteur ouvert-fermé. Lorsque vous analysez la politique au Québec, pensez à ces nations politiques et cela vous aidera peut-être à mieux comprendre ce qui se déroule devant vous et donc mieux prévoir l'avenir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Bonne journée.